C'était un retour en classe plein de tristesse ce lundi matin à l'école du Soleil Levant de Saint-Herblain. Dans cet établissement où le petit David était scolarisé, les élèves ont accroché des messages, déposé des fleurs et leurs parents ont pu échanger quelques minutes avec les élus de la ville. Les petits Herbinois, c'est d'une certaine façon tous un peu nos enfants et c'est vrai qu'on essaie de les aider à grandir dans les meilleures conditions et voilà, avoir une tragédie comme ça et en voir un qui ne pourra plus grandir, c'est vrai que c'est dur, c'est raide, c'est très raide. Et c'est dur bien sûr pour les enseignants, ils n'avaient rien remarqué, aucun signe avant-coureur, mais le sentiment de culpabilité est bien présent. On a beaucoup parlé de ce sentiment de culpabilité, évidemment, avec les enseignants. Tout le monde a l'impression, mais toujours face à tous les événements très graves, de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir vu assez. Mais comme on le disait hier, personne ne peut jamais se préparer à des choses aussi terribles. 3 psychologues ont été mobilisés dès aujourd'hui pour accompagner les élèves et le personnel. Et une marche blanche s'organise. Elle devrait se dérouler samedi après-midi à Saint-Herblain. Sur ce qui est annoncé, le pic de consommation devrait intervenir mercredi soir, la pointe de 19h. Actuellement, on a les 2 unités charbon qui fonctionnaient la semaine dernière, qui ont fonctionné ce week-end et qui vont fonctionner tout au long de la semaine pour faire face à la vague de froid. Ce qui est un peu plus exceptionnel et qu'on a moins l'habitude de voir, c'est l'appel aux tranches fuel qui sont vraiment sollicités uniquement dans le cadre des vagues de froid. Et s'il fallait, on ferait appel éventuellement à une équipe d'astreinte, environ 60 personnes qui peuvent être mobilisées pour faire face à tout aléa. Sur l'île de Nantes, les sans-abri seront hébergés ici, dans le gymnase Émile Maurice. 75 places sont disponibles. C'est la protection civile qui gère ce lieu, ainsi que le foyer Gustave Roch et ses 18 places. Au total, le dispositif hivernal représente 208 places d'hébergement d'urgence dans le département. Le SAMU social dispose de chambres d'hôtel, mais aussi de 80 places en gîte à Clisson et Gétigné. 115, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Dispositif renforcé également au centre d'appel 115 pour orienter les sans-abri vers ces centres d'hébergement. Le plan grand froid restera activé tant que les températures ressenties seront inférieures la nuit à moins 10 degrés, a priori jusqu'à vendredi matin. Il n'avait pas été déclenché depuis 2012. L'année 2016 a été positive pour le CHU sur le plan financier. C'est effectivement très important pour toute structure, qu'elle soit publique ou privée, d'avoir un sous-passement financier sain. C'est le cas en 2016 sur le CHU. Nous allons dégager un léger excédent budgétaire. Et pour la 3e année consécutive, l'indicateur qui est majeur pour nous, qui s'appelle le taux de marge, eh bien ce taux de marge, il va être à nouveau amélioré pour la 3e année consécutive. Nous étions à 6,4% de taux de marge en 2014, 7,3% en 2015 et nous allons finir l'année à 7,7%. Donc un taux de marge qui continue son redressement et c'est bien sûr pour nous, CHU, très important. Le CHU de Nantes a anticipé son plan d'action avec dès le 2 janvier l'ouverture de lits supplémentaires. Première mesure. Deuxième mesure, nous sommes dans un pilotage journalier où médecins, cadres, directeurs, on fait le point sur la situation et on s'adapte en fonction de la réalité de l'activité qui est effectivement fluctuante d'un jour à l'autre. Voilà, donc aujourd'hui, la situation est sous contrôle, mais nous restons en vigilance. Le grand port maritime reprend le large. Après 5 années de baisse, le trafic s'est stabilisé en 2016. 25,5 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port Nantes-Saint-Nazaire, plus 0,3% par rapport à 2015. Et selon les dirigeants, ce léger mieux s'explique par l'investissement. 2016, c'est pratiquement 30 millions d'euros qui ont été investis. 2017, ça sera de l'ordre de 40 millions d'euros, qui permet une diversification de nos activités et de développement de nos trafics. En particulier, le sujet, c'est les énergies marines renouvelables, notamment les éoliennes offshore, qui sont, j'allais dire, un de nos marqueurs sur notre territoire.
5 nacelles exportées aux États-Unis en 2016, 60 autres prévues en 2017 pour l'Allemagne. Le secteur de l'éolien, c'est le grand espoir du port. L'éolien et le transport de gaz naturel liquéfié pour faire face aux fluctuations des marchés mondiaux subies ces dernières années, en particulier dans le secteur de l'énergie. Les années qui viennent devraient redonner de l'activité pétrolière et gazière. On l'a déjà constaté en 2016 par rapport à 2015. Et comme en même temps on a pu développer cette diversification, donc on peut être relativement optimiste maintenant quant au retour de la croissance pour ce port de Nantes-Saint-Nazaire. Malgré ces difficultés, Nantes-Saint-Nazaire conserve la 4e place des grands ports maritimes français, derrière Marseille, Le Havre et Dunkerque. Une journée comme une autre à Notre-Dame-des-Landes, et pourtant pour certains propriétaires, le 18 janvier 2017 était attendu avec impatience. Il y a 5 ans, on va dire jour pour jour, on nous prenait nos biens. Donc à partir d'aujourd'hui, le 18, on peut considérer qu'on va récupérer nos biens puisque le délai courait pendant 5 ans. Certains propriétaires ont toujours refusé de vendre leurs biens au Conseil général, mais suite à la validation de l'enquête d'utilité publique, la justice avait ordonné leur expropriation en 2012 pour commencer les travaux. Or, ces travaux ont sans cesse été repoussés par les recours en justice et par l'occupation militante de la ZAD. Le code d'expropriation prévoit qu'au bout de 5 ans, si les travaux n'ont pas commencé, si l'objet de la DUP, qui est la création d'une zone aéroportuaire, n'a pas débuté, les propriétaires peuvent demander la rétrocession, c'est-à-dire de recouvrer pleinement la propriété de leurs biens. 1650 hectares en tout, 1000 appartiennent à l'État, 650 sont concernés par l'expropriation, soit une trentaine de propriétaires. Donc ça peut toucher à la fois l'implantation de l'aérogare, l'implantation des pistes et aussi le bord routier. C'est une preuve supplémentaire que nous sommes bien décidés et déterminés à arrêter ce projet puisque nous voulons récupérer nos biens. Nous n'avons pas encaissé l'argent, il est resté à la Caisse des dépôts et consignations. Le temps aurait-il donc joué en faveur des anti-aéroports ? Pour le moment, c'est une nouvelle bataille juridique qui commence. 160 logements, une crèche, un théâtre et 250 places de stationnement public. Voilà en quelques chiffres à quoi ressemblera le site de l'ancienne maison d'arrêt de Nantes. Un projet qui se veut d'abord ouvert sur la ville. C'est un vrai symbole d'un lieu de souffrance, d'un lieu dur, d'un lieu de fermeture. Nous avons voulu en faire un lieu ouvert. Ouvert sur le quartier, ouvert sur le centre-ville, en résonance avec la place d'Aristide Briand qui, dans le même temps, va être rénovée. Et ce symbole d'ouverture, il était effectivement extrêmement important. La moitié des 160 appartements seront des logements sociaux pour pouvoir accueillir des familles. Mais ce nouvel îlot d'habitation se veut également intergénérationnel. Et on a une crèche, mais aussi des logements qu'on dédie aux personnes âgées, avec des logements en vie collective pour personnes âgées. C'est pas une maison de retraite, c'est pas une résidence pour personnes âgées, ce sont des logements en colocation pour personnes âgées. Le projet a également laissé une place très importante à la nature, avec notamment des jardins partagés sur les toits et la création d'un verger. On a l'impression d'être au milieu d'un théâtre de verdure que l'on traverse et qui crée à cet endroit de la ville de Nantes une nouvelle référence en matière de vivre en ville. On vit en ville aujourd'hui avec du végétal, avec un végétal qui n'est pas seulement décoratif. Enfin, un théâtre va prendre place dans l'ancien pavillon du Greffe. Il sera géré par la compagnie du Café Théâtre. En tout, la reconversion de la maison d'arrêt va coûter 22 millions d'euros. Début des travaux prévus fin 2017 pour une livraison fin 2019. Les températures glaciales n'ont pas refroidi la mobilisation des salariés de l'usine BN. Organisée par une intersyndicale sur le parking visiteur de l'entreprise, l'Assemblée générale n'avait qu'un objectif, réclamer des informations précises sur l'avenir de l'usine. La direction ne répond pas aux questions qu'on leur pose sur les visiteurs qu'on a. On ne fait que nous dire qu'on suscite l'intérêt, mais sans nous confirmer la vente. Or, on ne peut pas faire visiter son site si on n'est pas en vente, surtout à des concurrents. Il faut qu'on soit partie intégrante, il faut qu'on soit acteur, c'est clair. On ne veut pas être spectateur, on va être acteur. Cette entreprise est aussi la nôtre, il faut qu'ils se le mettent dans la tête.
et qu'on ne laissera pas l'entreprise se faire dépecer, parce qu'on voit bien que les actionnaires aujourd'hui ou les investisseurs sont plus intéressés par les marchés et les marques que par l'outil de travail et l'activité industrielle. Le groupe turc Yildiz, propriétaire des Choco BN, a déjà vendu la marque Delacre en octobre dernier. La perspective du même scénario pour le site de Vertou mobilise également des élus locaux. On est sur un patrimoine, on est sur une usine qui est là depuis toujours, c'est ce que je vous disais. Voilà, notre BN, c'est la biscuiterie nantaise, c'est un savoir-faire. J'ai été sensibilisée aussi par une moindre production. Donc il y a cette inquiétude-là qu'en fait on vide l'outil ou qu'on vide l'essence même de l'entreprise. Ce jeudi soir, les syndicats de l'usine ont pu faire part de leurs inquiétudes aux responsables de la région. Pour avoir le droit de voter, il faut donc être inscrit sur les listes électorales et se munir d'une pièce d'identité. Avant de glisser son bulletin dans l'urne, l'électeur devra signer la charte des valeurs de la gauche et des écologistes et puis payer 1 € par tour de scrutin. Ensuite, où voter ? En Loire-Atlantique, 145 bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h. Pour trouver le vôtre, allez sur le site internet lesprimaires-citoyennes.fr et là, en rentrant votre adresse, vous trouverez le bureau dont vous dépendez. 1000 bénévoles sont mobilisés pour l'occasion. Objectif, éviter les files d'attente trop longues et les dysfonctionnements. Pour qui voter ? Pour l'un des 7 candidats, il y a 6 hommes, 1 femme. Leur moyenne d'âge est de 52 ans. Si aucun ne dépasse les 50% de suffrages au premier tour, les 2 candidats arrivés en tête seront qualifiés pour le second tour qui se tiendra, selon les mêmes conditions, le dimanche 29 janvier. À Nantes, le gymnase Émile Maurice accueille des sans-abri depuis mardi soir. 75 lits ont été installés là, au chaud, dans le cadre du plan Grand Froid niveau rouge. Hier soir, le gymnase était complet. Il restera ouvert au moins jusqu'à dimanche. On a activé 85 places supplémentaires, dont ce gymnase, pour pouvoir héberger les personnes qui formulaient des demandes au niveau du 115. Il faut savoir que le dispositif repose sur 3 niveaux de mobilisation. Un premier niveau de mobilisation qui nous permet donc d'héberger les personnes sur des surcapacités dans les établissements habituels, sur les centres d'hébergement d'urgence, sur des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous mobilisons également des places en gîte sur les communes de Gétigné et de Clisson et des personnes sur des familles notamment que nous allons héberger sur de l'hôtel. On a une mobilisation plus importante d'écoutants sociaux sur le 115, également donc sur les équipages du SAMU social gérés par le SIAO, ce qui nous permet d'avoir en termes d'aller vers et d'accompagnement à la rue plus de disponibilité. 2 équipes maraudent chaque soir.